Je me souviens d'Irma. En 2006 se tenait le colloque Archives littéraires et manuscrits d'écrivains, politique et usage du patrimoine, qui réunissait une quinzaine de chercheurs, archivistes, écrivains, afin de mettre en relief les recherches et les pratiques alors en cours. Ce colloque était organisé par une équipe de recherche d'une forme inédite, dont l'objectif n'était pas de publier des résultats de recherche, mais plutôt de créer un réseau de chercheurs et de soutenir leur présence dans l'espace public. L'initiative interuniversitaire de recherche sur les manuscrits et les archives littéraires, désignée par l'acronyme IRMA, visait le développement d'une réflexion conjointe sur les pratiques qui s'étaient développées dans la foulée des grands chantiers en littérature québécoise que furent les éditions critiques publiées dans la collection BNM, en s'appuyant sur la mise en commun de ressources, le développement de partenariats et la création d'une relève par des publications collectives et la création de bourses, entre autres. Il comptait 16 chercheurs de 7 universités. Je les nomme ici pour mémoire et pour faire voir la diversité du groupe et dans un ordre non alphabétique, mystérieux, qui était dans la demande de subvention. Bernard Andrès, Marie-André Baudet, François Ricard, Jacinthe Martel, Élisabeth Nadeau-Lafarge, Jane Everett, Sophie Marcotte, Ginette Michaud, Pierre Léraud, Marcel Olscan, Pierre Neveu, François Dumont, Gilles Lapointe, Marc-André Bernier, David McKnight, et moi, auxquels se joignirent David Descaries, qui était initialement stagiaire postdoctoral, et Sophie Montreuil, qui était alors rattachée à l'histoire de l'édition au Canada. Donc, une grosse équipe. De nombreux étudiants ont participé aux activités, dont 11 à titre d'assistants de recherche rémunérés. Alors, quelles ont été les activités? Alors, IRMA a favorisé les échanges théoriques, méthodologiques et pratiques. Elle a contribué à la formation d'une relève en soutenant de jeunes chercheurs, alors je l'ai dit, des bourses, mais aussi participation à des colloques, encadrement, publication, 2 cahiers intitulés Archibald, mais je me souviens plus pourquoi, ont été publiés. Et notre objectif était également de rendre plus attrayante une dimension souvent négligée des études littéraires, la recherche en archives. IRMA a permis de resserrer les liens avec les institutions responsables d'archives et ouvert un espace inédit d'échange entre chercheurs et archivistes. Elle a favorisé l'entrée des chercheurs québécois dans des réseaux internationaux en soutenant la venue de chercheurs étrangers et permis d'amorcer une réflexion large sur la notion de patrimoine littéraire. Enfin, le travail commun a permis aux chercheurs de participer activement au débat de société entourant alors le statut et la gestion du patrimoine littéraire. IRMA a ainsi atteint ses objectifs de formation, de réseautage, de création d'outils destinés à la communauté et de réflexion commune. 4 séminaires interuniversitaires sur l'archive, qui recevaient des invités, souvent étrangers, ont été tenus à l'UQAM, à l'Université de Montréal et à McGill, contribuant à augmenter le nombre de recherches en archives menées par des étudiants à la maîtrise et au doctorat. Un encadrement particulièrement fécond a été offert aux assistants de recherche qui ont tous complété leur maîtrise ou leur doctorat. Certains ont d'ailleurs été recrutés par les institutions partenaires. 3 ateliers ont été organisés, qui rassemblaient des chercheurs, mais aussi des archivistes, témoignant d'une étroite collaboration avec nos partenaires, BANQ, BAC, mais aussi d'autres lieux d'archives. Un outil fiable a été créé pour permettre de se retrouver dans le dédale des fonds d'archives littéraires qui a été placé sous la responsabilité de Jacinthe Martel et qui s'intitule « Le répertoire des archives littéraires et des manuscrits d'écrivains » qui est sur la table. Tout cela sans compter une journée d'études à l'ACFAS intitulée « Défis et curiosités de l'archive sur les traces d'IRMA » et un colloque final que j'évoquais tout à l'heure, qui a servi de conclusion au projet et dont les actes sont parus en 2008 sous la direction de Jacinthe Martel. Au moment du colloque, l'optimisme régnait. Après la déclaration québécoise sur les archives, qui avait été signée en 2006, la consolidation de la division recherche et édition à BANQ, et au moment même où une énergie considérable était déployée dans de nouveaux grands chantiers où les archives d'écrivains et les manuscrits étaient mis à contribution, sur Ferron, Gabriel Roy, sur les correspondances de Desrochers et Dantin, entre autres.
La sensibilisation des milieux littéraires aux questions d'archives semblait acquise, comme en témoignait la préoccupation de plusieurs écrivains pour leurs archives. Pierre Neveu et Madeleine Gagnon étaient d'ailleurs venus témoigner de leur désir de déposer les archives, et il y avait, à ce moment, des actions collectives liées aux archives littéraires. J'écrivais dans ma préface aux actes, « Les travaux accomplis témoignent des grandes tensions qui traversent notre désir de mémoire. Peut-on convenir d'un bon usage de l'archive entre une fantasmatique fétichiste et une indifférence à leur dimension matérielle? Peut-on baliser les pratiques institutionnelles autrement qu'en les subordonnant au statut toujours incertain d'une littérature nationale? Comment le geste individuel qui consiste à déposer ses archives s'inscrit-il dans une préoccupation plus large pour le travail mémoriel? Comment penser la vérité de l'archive à l'âge du virtuel? Comment penser la pérennité de l'archive tout en la gardant vivante? Ces tensions se sont maintenues. Mais on peut, je crois, affirmer que les travaux liés aux archives et aux manuscrits littéraires se sont néanmoins poursuivis, enrichissant notre connaissance des œuvres québécoises. Nos universités continuent à accueillir des mémoires et des thèses, en moins grand nombre, mais pas tant, quand même, qui mettent à contribution archives et manuscrits. Il y a donc au Québec une importante création de savoir qui s'appuie sur les manuscrits et les archives. On peut également faire un bilan à partir de retombées plus abstraites, plus théoriques. J'évoquerai 3 aspects de ces retombées, dont je dirais d'entrée de jeu qu'ils dessinent les grands axes de l'érudition ainsi créée. Premier axe, la densification de la description des objets. Les travaux sur les manuscrits, l'attention portée aux archives, les entreprises en génétique des textes ont construit à la construction d'objets littéraires plus denses, j'emprunte l'adjectif à Geertz, l'anthropologue, à partir desquels se déploient divers récits dont la fonction réticulaire est manifeste et qui portent, tant en amont qu'en aval des œuvres, sous des formes diverses, leçons du manuscrit, informations esquissant des prosopographies, ouverture à des intertextes ou à des séries génériques, etc. Deuxième axe, la reconfiguration des relations œuvre-contexte. La question de l'ère d'analyse en études littéraires est devenue saillante dans la foulée des travaux effectués. Cela tient en partie à une nouvelle façon de travailler sur le journal, désormais considéré comme un texte plutôt que comme un réservoir de matériaux discrets. Le désir d'aborder les œuvres de manière plus globale, en y intégrant par exemple les textes parus dans les journaux, qui étaient jusqu'à il y a peu privés de légitimité, a profondément transformé le regard que nous posons sur les œuvres des femmes et sur celles d'auteurs considérés comme marginaux, malgré leur centralité médiatique. Je pense ici à Albéric Bourgeois ou à Émile Coderre, par exemple. Enfin, les conditions médiatiques, sociales et politiques, effacées de nos travaux durant quelques décennies par la disparition de l'auteur, induite par le structuralisme hard, ont été réintroduites en bonne partie grâce à l'établissement d'un lien de pertinence entre les œuvres et le discours social dans lequel celles-ci s'inscrivent. Autrement dit, il n'y a plus de frontière nette entre le contexte et le texte. Le lien de pertinence peut et doit être construit dans un mouvement heuristique au sein duquel la distinction entre l'essentiel et l'accessoire devient mouvante, sans cesse déplacée par le désir d'historiciser les textes. La description d'une œuvre inclut désormais des éléments qui lui étaient externes, qu'on considérait comme lui étant externes, il y a peu. Par exemple, la matérialité d'une collection, ou encore l'arborescence des citations. Cela va plus loin que les propositions séminales de Gérard Genette sur le paratexte, l'intertexte, les emboîtements hypotexte, hypertexte. Il est intéressant de voir qu'une association comme l'AQI rassemble non seulement des analystes de la chose imprimée, mais aussi nombre de chercheurs qui travaillent sur les manuscrits et les archives. Ce n'est pas un hasard. Il y a quelques années déjà, je proposais que nous repensions la relation entre texte et contexte en littérature et en histoire culturelle à la lumière de la métaphore de la turbulence dont traite la physique des fluides. Examinant un événement turbulent dans un cours d'eau, les physiciens et les géographes considèrent que la description du flux ne permet pas à elle seule de comprendre l'événement, qui est massif et imprévisible.
En effet, la turbulence doit également ses caractéristiques aux contours et aux aspérités de la berge et aux accidents du lit du cours d'eau. La comprendre exige donc la prise en compte d'une quantité importante de petits traits qui ne participent pas directement au mouvement de l'eau. Cela peut paraître une évidence. Pourtant, les travaux qui ont conduit à repenser les événements turbulents en hydrographie, en circulation sanguine ou en analyse des foules sont assez récents. Je crois que de la même façon, les travaux actuels sur les manuscrits et les archives littéraires mettent au jour des milliers de traits qui éclairent la cohérence sémiotique des œuvres littéraires, faisant bouger les frontières entre le texte et le monde du discours auquel celui-ci participe. Troisième axe. La réintroduction du sensible, support, voix, communauté de lecture. Le travail sur les manuscrits et les archives a contribué, avec les études sur la presse, qui étaient présentes, rappelons-le, dans le groupe Irma, à la prise en compte de la dimension sensible des objets, principalement la matérialité des supports et la présence de la voix. Cela est particulièrement vrai des travaux sur le théâtre. Je pense ici au travail récent de Rachel Killick sur Albertine en 5 temps, de Michel Tremblay, par exemple, mais aussi aux travaux sur la poésie. Désormais, la voix constitue un trait auquel on s'arrête. De plus, le travail en archives, en particulier le travail sur les correspondances, a contribué à rendre à la réception des textes leur rôle déterminant dans la constitution du sens d'une œuvre. L'introduction, dans nos travaux, de la notion de communauté de lecture, en partie induite par l'émergence de nouveaux outils. Je pense par exemple au très beau titre de Sophie Marcotte au moment du colloque que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, ce titre, c'était « Pour la création d'une communauté virtuelle autour de l'œuvre de Gabriel Roy ». Donc, l'émergence des nouveaux outils entraîne l'aménagement dans nos travaux d'un lieu pour la subjectivité du lecteur et sa sensibilité, lesquels sont modelés à la fois par la bibliothèque de ce lecteur et par les règles du narrable et de l'argumentable du discours social dans lequel celui-ci est immergé. Ces retombées, qui me semblent tangibles, qui me semblent importantes, ne doivent pas nous empêcher d'essayer de dresser un état des lieux qui est peut-être, lui, moins favorable. En effet, malgré les activités de la QEI, il me semble que les échanges se sont un peu amenuisés, les interactions des chercheurs se fragmentant autour d'objets particuliers. Même si les colloques se succèdent, qui créent autour de corpus particuliers de fugaces communautés, la réflexion collective sur les outils et les méthodes se poursuit, mais à petite vitesse. Cela tient certes au fait que si une relève a été créée, celle-ci a peu eu accès à des postes universitaires ou institutionnels. Mais plus largement, me semble-t-il, est intervenu un changement de régime intellectuel qui nous touche tous. Le trait le plus marquant du nouveau monde où nous sommes est le désengagement de l'État. Le BAC, BANQ, les centres d'archives régionaux et les archives privées sont considérés par les gouvernements comme de vastes boîtes noires. Ainsi, la boîte noire qui est devenue BANQ est désormais privée de clés, la réponse à une interrogation du catalogue étant plus imprévisible qu'une requête Google pour un fichier YouTube. Le nouveau catalogue est proprement inutilisable. La mission dévolue à l'institution est abandonnée faute de ressources et peu de gens s'en émeuvent. Cela indique, de la part des gouvernements qui sont fiduciaires de la mémoire commune, l'expression d'un mépris à l'endroit du passé. Le passé est devenu ce qu'il faut faire passer dans une sorte de présentisme intégral, j'oserais même dire un présentisme intégriste, dont la fétichisation de la littérature ultra-contemporaine est le signe. Mais je crois qu'il faut aussi évoquer d'importantes résistances à l'endroit des travaux d'érudition, lesquels reconduisent, parmi nous, l'anti-intellectualisme qui caractérise les gestionnaires de tout poil, uniquement préoccupés des fins, dans une forme d'utilitarisme pervers. Alors, l'exorbe, éloge de l'érudition, le travail en archives et la question du lieu de savoir. Aussi me semble-t-il pertinent de conclure ce bref bilan par un éloge de l'érudition, en allant un peu au-delà des 3 traits que j'ai examinés. Je ne chercherai pas ici à exposer explicitement les articulations de ma réflexion à celles des penseurs qui l'ont nourrie. Je me contenterai de mentionner les ombres portées. Michel de Certeau, pour sa réflexion sur le lieu et sur la lecture. Arlette Farge, pour son appel à un traitement sensible et respectueux des traces d'autrui que constituent les archives.
Roger Chartier, pour le rôle qu'il fait jouer, un peu autrement que de Certeau, à l'activité du lecteur. Fernand Dumont, pour sa théorie de la culture comme distance et mémoire. Christian Jacob, pour sa substantielle réflexion sur les lieux de savoir. Disons d'abord que travailler sur les archives et les manuscrits d'écrivains, c'est se confronter à des objets qui ne portent pas de mode d'emploi. Cela signifie désengager les textes de leurs interprétations, suspendre provisoirement au moins le jugement au profit de la recherche d'une cohérence sémiotique qui place le texte en interaction avec une culture et avec le monde et aussi avec des sujets. Cette recherche est déambulation dans l'épaisseur des objets, création d'un lieu, et elle est porteuse d'une représentation réflexive du travail mené. Si les savoirs littéraires sont les traces de nos pérégrinations dans les textes, je reprends le mot pérégrination à Michel de Certeau, leur réitération est possible, souhaitable même. Celle-ci peut conduire à une falsification de nature paupérienne, replaçant le travail dans l'ordre de l'expérimentation. Elle peut inviter à prendre des chemins de traverse, à configurer de nouveaux circuits à l'intérieur et entre les textes. En somme, ces traces sont des indices de liberté et des invitations à aller vers ce que de Certeau désigne comme, je cite, les envols imaginaires ou méditatifs à partir de quelques mots, enjambements d'espace, sur les surfaces militairement rangées de l'écrit, danses éphémères. C'est Christian Jacob qui cite cette très belle phrase. Oserais-je dire ici que ces envols semblent déjà inscrits dans bon nombre de manuscrits, comme le montre l'affiche du colloque, qui font éclater le rangement au profit d'un faisceau de lignes faisant sens du chaos. Les traces de nos pérégrinations, qui sont signes de création de savoir, d'érudition en somme, ne sont donc pas superfétatoires. Elles disent le sens de notre mouvement dans les textes. Ces savoirs, qui appellent à la réitération, montrent en creux, du moins le devraient-ils, la dimension sociale de nos entreprises. Ils manifestent le lien social créé par les savoirs qui se montrent comme savoirs. Entre fixation et circulation, par-delà le temps et l'espace, ce lien social est aussi fondateur d'un lieu propre, qui prend corps dans l'expression de la dimension réflexive des savoirs. Entre distance et mémoire, serais-je tenté d'ajouter, après Fernand Dumont. En somme, la réflexivité de nos pratiques donne corps à un lieu de savoir, au sens où le décrivent Michel de Certeau et Christian Jacob. À la fois réel, il y a une communauté de lecture, une communauté de lecteurs, ce que nous sommes ce matin, et dans un sens plus abstrait, il y a là une définition du texte, un rapport au discours social, une pratique heuristique, à partir duquel les pratiques acquièrent leur signification que balisent des cartes diverses, bibliothèques, métadonnées, etc. Ces balises nous guident dans nos pérégrinations, mais elles ne peuvent en aucun cas les remplacer. L'érudition n'est pas d'abord un mode d'emploi des œuvres. Elle est au contraire signe de la liberté de toute entreprise de lecture, de sorte qu'enseigner l'érudition, c'est défamiliariser à jamais le regard sur les textes et les ouvrir à d'infinis envols, selon le mot de Certeau. C'est là un précieux viatique qui symbolise le partage des savoirs dans leur infrangible labilité. Merci.